Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans votre émission autour de la Covid-19, bien et mieux s'informer pour bien et mieux balayer la Covid-19. Ce soir, avec nos invités, nous parlerons de la Covid-19 dans le domaine du transport aérien. Tout à l'heure, le professeur Akori Ag Iknan, coordinateur national de la lutte contre la maladie à coronavirus, et le docteur Sissoko Mamassi Konake, médecin-chef de la commune 6 du district de Bamako, seront avec nous tout à l'heure dans la rubrique Entre Covid et vous. Ce n'est pas tout, d'autres chroniques ou rubriques sont au programme dans cette émission avec mes chroniqueurs qui sont là à ma droite. J'espère que vous allez bien. Oui, ça va bien, merci. Et vous? Ça va bien. Binta, donc avec toi, qu'est-ce qu'on va voir aujourd'hui? Nous allons parler des chiffres de la semaine aujourd'hui. D'accord. Et aussi M. Oumar Boiré qui va nous présenter la rubrique Actu Covid. N'est-ce pas? Oui, bien sûr. Très bien, voilà donc le décor planté. Sans plus tarder, nous allons partir dans ce spot en langue nationale avec les barrières de prévention contre la Covid-19. C'est parti. Coronavirus fircho ka ger gandoga dano baka physique ko ger gande diga no jom masque no danga nine diga no nyimen kambadi yo al wakati kur no tisho ni wan kamba jinidira balma mouchoir kuna kano werre jibi jinira de moru cere kan de metre fo da jere dano baka fisi coronavirus ko gerana gandoga dam husir kani dam wala saka coronavirus bana kele menuna tangana do nuna no e maski fla min tega ko ka je safne la walma safne jila sanga ani wakati be saba me sogo ani metiso nongon konnana walima metiso ka sogo musharla ni klala memi lafli men sobo mugawla ni metri kele ni kla nyoyi wala saka coronavirus bana kele awya keneta nyoyi. To better swap away COVID-19, I wear my face mask, I wash my hands frequently, I avoid being too close to people, I cough into my elbow or into a tissue. To better swap away COVID-19, do like me. Coronavirus dengalo kampompoa. Kampopom kowojo ma esige sajum nengbira. Don kini shinya mi kini ojaba usinya mushwari mi ore kuna. Don nenge u logoro gon loy kuna ina numo samara be sen sumo ana nengi bidami nono me allo kana sopojo mienga na hoye fampie masangani jan bana kulonge mafroni wengu na coronavirus unge yasa mama yakishikina wo bewo mina tonle ma wo mina sutra walma na kenje kuma beshi fuma furi yireba maja masa andire mandire fika nyungni walma matire fangani ma homa kirewa yire be kantugo ma metringi yawu ye nyungonjani lebanje wa kisi coronavirus bonona wo bewo wo nyemandrafa. Pour mieux balayer la Covid-19, je porte le masque. Je me lave régulièrement les mains. Je tousse dans le coude du bras ou dans un mouchoir. Mais surtout, je respecte les mesures de distanciation d'au moins 1 mètre avec les autres. Pour mieux balayer la Covid-19, faites comme moi. Waya ma vanfiena zo sena Covid-19. Bona watawe awe au vanu au viwa se ure ne wa moye watawe wawe ki maskela wawe kian to bon bio baso a de wanuna. Moya yambe wa baba wosi wa nure ma safana nyu ma o javel ma gel hydraulique a baba wosi wa nure ki pa moya yambe wa we yati wa buro be we na ma we wa baba wa we e we na ayati we ma bene a ya we ma 1m50 bon wa baba wa we e we na ma mu ma moya yambe no nune ai hatio a baba a we hatio no ono ena o hatio no ono ena moya yambe o ya hatio da hatio ma mushware o hatio ma dia baba desidi nyama irosunu
to no ne ma nitrozoni asu o ne amebi wa baba be sin wa nana on pawe na no be baba ro wo mo da bon bi o ave ho van waseni wala singeni tutanga baka coronavirus nga tenga o tangandi olo ni nugunenga a hilandi wakati ndameso ingiti na henti sa hunendo jinga a sigandi ngana tisolomi ngana tekono ngotisono inkinti karinga ka ngotisono musharinga makana teko musharinga ngana klanga sirini ala kan talenya tintole maho ntan tintone serenya indon kisini baga tintole mahwa wala sako kuna khato kisini baga coronavirus kanyanga aga nanya komi garanya mogobe. Pour toute Covid-19, mi bord notre max, mi sort notre safo judam, mi dog jet d'air judan, wala mi bamba mouchoir, mi rend notre mema de himbe, wala bada de himbe. Pour toute Covid-19, wade onomin. De retour donc sur le plateau de Autour de la Covid-19. Alors dites-moi, chers collègues, vous, quelles sont les différentes mesures de prévention que vous utilisez le plus fréquemment? Moi, à tailleur, je ne sors jamais sans mon gel hydroalcoolique. Mais tout de suite là, je l'ai dans mon sac. Et vous, monsieur Boiré? Oui, en tout cas, les mesures barrières, il faut les avoir vraiment dans la tête, comme une sourate. Effectivement. Voilà. C'est-à-dire il faut toujours mettre 1 mètre de distance entre toi et alors les gens avec qui tu causes, même en marchant. Il ne faut jamais s'approcher des gens. Les masques aussi. Effectivement. Il ne faut jamais les oublier. Dire que j'ai oublié mon masque aujourd'hui. Non, il ne faut pas que cela arrive. C'est-à-dire que tu sois au marché, même dans ton bureau, c'est-à-dire qu'il faut emporter, même s'il n'y a personne. Parce que cette maladie-là, la façon dont les spécialistes en parlent, vraiment, alors il faut vraiment utiliser les masques, utiliser les savons, lave tes mains, n'importe quel endroit où tu vas pour la première fois ou 1000 fois, à chaque fois que tu entres, alors dans une localité, dans un bureau ou quelque part, il faut vraiment laver les mains avec les savons, utiliser les gels, puis respecter, comment on appelle, les 1 mètre, les masques. C'est-à-dire tout ce qu'on a dit vraiment pour lutter contre cette maladie-là, il faut vraiment être en mesure de les respecter. D'accord. En tout cas, pour moi, personnellement, je ne sors jamais sans mon gel hydroalcoolique. Mes chers téléspectateurs, ne pensez pas que j'ai oublié mon max. C'est pour des raisons techniques que je ne l'ai pas sur ce plateau. Donc, sinon, moi, c'est surtout le gel hydroalcoolique que j'utilise beaucoup. Alors maintenant, nous allons faire le point de la situation de la maladie à coronavirus dans notre pays. Et c'est avec Binta Meïté. C'est dans Covid en chiffres. Tout d'abord, bonsoir, fidèles téléspectateurs de Mousso TV. Nancy Ataya, pour cette semaine, nous avons collecté que les chiffres du lundi au jeudi. D'accord. Pour ce qui est de cette semaine, nous avons constaté une légère baisse du nombre de cas positifs. Selon le ministère de la Santé et des Affaires sociales, sur 2209 cas échantillons testés, on a noté que 68 cas positifs. En ce qui concerne l'existant, il y a eu 21 personnes guéries et 1 décès. Voilà à travers les chiffres de cette semaine. D'accord, merci beaucoup Binta. Nous rappelons donc que ce sont les chiffres du lundi au jeudi 10 septembre 2020. Le coronavirus au cœur de l'actualité, c'est dans Actu Covid avec M. Oumar Boiré et c'est dans Actu Covid. Oui, Actu Covid, aujourd'hui, nous allons parler de l'appel lancé à la médecine traditionnelle. Alors, appel lancé à la médecine traditionnelle pour faire face à Covid-19. Alors,
pouvez noter que le Mali est à l'honneur, sincèrement. C'est quand on parle de traditionnel, alors on pense à l'Afrique, plus précisément à l'Afrique de l'Est, et particulièrement, on peut dire le Mali. Le Mali est le berceau de l'Afrique de l'Est en matière de l'humanité, en matière de culture et tradition. Donc le Mali a l'honneur avec le professeur Rokia Sarnogo, qui a été élu vice-présidente du comité régional, expert par le bureau OMS Afrique. OMS, ça c'est l'Organisation mondiale de la santé, le bureau OMS Afrique, cette semaine. Alors ça c'est une actualité, vraiment, on n'est pas du tout négligé. Effectivement. Ça met le Mali à l'honneur, vraiment c'est très important. L'objectif, c'est pour renforcer vraiment l'OMS dans la contribution de la médecine traditionnelle, aussi dans la lutte contre la Covid-19. Rokia a rappelé que Rokia elle est enseignante-chercheur, chef du département médecine traditionnelle DMT de l'Institut national de la recherche en santé publique, et l'actuel INSP de Bamako. Et la chercheuse malienne place cette élection sous les signes de la reconnaissance des efforts du Mali, vraiment dans la recherche scientifique. Le coronavirus demeure toujours une menace à la paix et à la sécurité internationale. Donc, 3 hauts responsables de l'ONU ont mis en garde vraiment le Conseil de sécurité sur l'impact de la pandémie du Covid sur la paix et la sécurité internationale. Près de 9 mois, son apparition, le nouveau coronavirus demeure vraiment toujours un obstacle au travail des Nations Unies en faveur de la paix et de la sécurité. La chef des affaires politiques et de la consolidation de la paix de l'ONU, Rosemary DiCarlo, a alerté sur 3 risques liés à la pandémie. Et cette pandémie Covid-19, une plus grande érosion de la confiance dans les institutions publiques, donc l'aggravation de certains défis en matière de droits de l'homme et la fragilisation des processus politiques et de paix. Donc, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, avait lancé un appel et un cessez-le-feu mondial afin de mieux lutter contre la pandémie de Covid-19. Voilà, donc on peut retenir ces quelques informations, actualités par rapport vraiment à la pandémie de Covid-19. D'accord. Merci beaucoup, M. Boiré, pour ces informations. Chers téléspectateurs, comme je le disais tantôt à l'entame, ce soir, nous parlons de la maladie à coronavirus dans le domaine du transport aérien. Justement parce que la voie aérienne a été la porte d'entrée du virus dans notre pays. Alors, nous allons parler de cela avec nos invités. Voilà le jingle de la rubrique « Entre Covid et vous », le temps de les accueillir sur notre plateau. Il s'agit, comme je le disais tout à l'heure, du professeur Akori Aga Iknan, coordinateur national de la lutte contre le coronavirus et directeur général de l'Institut de la santé publique INSP, et du docteur Sissoko Mamassi Konake, médecin en chef de la commune 6 du district de Bamako. Alors, ma première question sera pour le docteur Mamassi. Avant de rentrer dans le vif du sujet, est-ce que vous pouvez rappeler à nos téléspectateurs un peu qu'est-ce qu'exactement la maladie à coronavirus, brièvement? Merci. Bonsoir tout le monde. Je vous remercie tous pour l'invitation. Il s'agit de Mousso TV. En effet. Une chaîne de télévision pour les femmes. Donc j'en suis très ravie. Donc avant de rentrer dans le vif du sujet, c'est que coronavirus, c'est la pandémie mondiale qui est là et qui touche toute la population mondiale. Il s'agit de virus à couronne, des virus à couronne, d'où le nom coronavirus, et qui donnent des symptômes comme les autres maladies telles que la toux, l'éternuement, la fièvre, maux de gorge
ainsi de suite. Donc je pense que tout le monde connaît la définition du Covid-19. D'accord. Merci bien. Alors, depuis l'arrivée de ce virus dans notre pays, qu'est-ce que ça a vraiment changé dans le travail de vos équipes qui sont postées, notamment à l'aéroport Modibo Keïta? Merci pour cette question. L'équipe qui est au niveau de l'aéroport, c'est ce qu'on appelle le cordon aéroportier. Et ce cordon est là vraiment dans le cadre de la prévention des maladies à potentiel épidémiologique, donc des maladies qui sévissent dans tout le monde, dans le monde entier. Donc l'équipe est là pour ça, mais l'équipe a été renforcée avec l'avènement de la Covid-19. Donc avant d'aller un peu de l'avant, nous allons faire une petite historique du cordon au niveau de l'aéroport. Depuis l'avènement du règlement sanitaire international, le cordon a bel et bien existé au niveau de l'aéroport international Modibo Keïta, l'aéroport de Sénou. Donc là, l'équipe s'occupait de la vaccination et la surveillance des autres maladies. Mais avec l'épidémie d'Ebola, ce cordon a été renforcé. Donc c'est toutes les communes du district de Bamako, des équipes faisaient une rotation au niveau de l'aéroport. En 2018, l'État a recruté des agents, 5 agents plus précisément, pour le mettre à la disposition de l'aéroport. On peut dire en 2020, avec l'avènement du Covid, ce nombre a augmenté. De 15 agents, nous sommes allés à 31 personnes. Donc 31 agents de santé qui travaillent nuit et jour, 24 heures sur 24 au niveau du cordon. Et avec la réouverture, on a vu qu'il manquait toujours des agents, tels que les agents de prélèvement, les laborantins, les hygiénistes. Donc on a majoré et actuellement il y a 46 agents au niveau de l'aéroport, vraiment pour la prévention de cette maladie au niveau du Mali. Donc c'est toute une équipe, vraiment une équipe colossale. Colossale. Mais l'équipe ne travaille pas seule. Quand on dit l'équipe du cordon, il y a la santé, il y a la police, il y a la gendarmerie, il y a la douane, il y a l'équipe de l'ADM. Donc nous travaillons tous ensemble dans le cadre de la lutte contre la maladie à Covid-19 parce que l'un ne peut pas aller sans l'autre. D'accord. Merci beaucoup. Et quelles sont donc les principales mesures de prévention qui ont été prises à ce niveau-là? Donc, les mesures de prévention au niveau de l'aéroport, il y en a beaucoup. L'équipe a été renforcée depuis le 2 janvier 2020 au niveau de l'aéroport. Donc, les mesures de prévention, il y a eu des mesures de communication et aussi, depuis le 2, dès qu'un passager arrive au Mali, il y a le checking des vols. Tous les vols sont contrôlés à l'arrivée. Et on prenait les températures, on isolait les cas suspects, on faisait les prélèvements in situ au niveau de l'aéroport pour que l'épidémie ne rentre pas à Bamako. Mais actuellement, ces mesures ont été renforcées. Donc, parfois, au niveau de l'aéroport, il y a eu des zones de lavage de mains, il y a eu les mesures de distanciation imposées avec des signes au niveau de l'aéroport. On a des hygiénistes qui sont là pour décontaminer les bagages et les voyageurs à l'arrivée, ceux qui n'ont pas de tests, sont tous testés au niveau de l'aéroport avant leur entrée au niveau du Mali. Et ceux qui ne sont pas testés, on fait le prélèvement. Voilà, les autres sont checkés. Et encore, s'il y a un suspect aussi, même s'il a un test, mais s'il présente des signes de la maladie, directement, il est orienté et l'interrogatoire poussé. Si c'est vraiment un réel cas suspect avec beaucoup de signes, on a notre salle d'isolement, il est isolé en attendant les résultats. Et si ça s'avère que c'est un cas positif, il est directement référé à un hôpital de prise en charge. D'accord. Merci. Alors, je vais m'adresser maintenant au professeur Akori Ignan. En tant que coordinateur national de la lutte contre le coronavirus dans notre pays, ces mesures de prévention à l'aéroport faisaient partie de vos stratégies de lutte. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus par rapport à ça? Merci. Je pense que le docteur Mamassi a brossé la situation.
Depuis que la pandémie a commencé en décembre en Chine, nous avons réactivé notre système de surveillance épidémiologique pour dire que ça s'inscrit dans le cadre du règlement sanitaire international qui fait obligation à tous les pays de protéger les autres pays d'une maladie à potentiel épidémique d'envergure internationale assez transmissible, comme par exemple, c'est le cas dans le certificat international de vaccination, la vaccination contre la fièvre jaune. Donc c'est important de disposer des carnets pour savoir est-ce que le type est vacciné pour ne pas transmettre la maladie. Et donc dans le cadre de cette épidémie, ça rentre dans le cadre du règlement sanitaire international, donc les dispositions doivent être prises par tous les pays pour éviter, que la maladie ne rentre dans le pays, mais éviter aussi de transmettre par le biais d'un voyageur cette maladie dans le pays d'accueil. Donc ça c'est extrêmement important. C'est pourquoi nous au Mali, et contrairement à pas mal d'autres pays, nous respectons scrupuleusement le règlement sanitaire international en imposant pour tout voyageur qui rentre sur le sol malien de présenter un certificat test Covid-19 négatif. De la même manière, nous imposons à tous les voyageurs qui quittent le sol malien aussi d'être détenteurs d'un certificat de test Covid-19 négatif selon la méthode RT-PCR. Ça c'est pour éviter qu'ils n'aillent contaminer les pays voisins, les pays d'accueil. Ça c'est extrêmement important, mais par contre on voit que d'autres pays n'exigent pas à l'entrée les tests. Parce que soit ils le font à l'entrée, et c'est extrêmement important comme elle l'a dit, même lorsque vous avez les tests qui est négatif, si vous avez un signe d'appel quelconque, on vous teste, vous êtes prélevé à l'aéroport, le prélèvement est fait et dans l'attente du résultat. Comme elle a dit, si le résultat est négatif, il n'y a pas de souci. Dans tous les cas, il y a une fiche médicale pour tout passager qui fait qu'on peut le tracer à tout moment, même si quelques jours après, il présente des symptômes, on peut le localiser pour effectivement assurer sa prise en charge. Ok, merci. Binta, tu avais une question? Oui, j'ai une question pour le docteur. On a entendu parler des porteurs sains, des gens qui ont la maladie, mais qui n'ont pas de symptômes évidents. Et ces porteurs sains, je suis allée faire le reportage à l'aéroport, j'ai vu des caméras thermiques, et si les caméras ne détectent pas les symptômes sur ce genre de voyageurs, comment faites-vous pour détecter la maladie chez ce genre de personnes? Quand vous parlez des caméras thermiques, c'est pour détecter la température. Quand vous parlez de porteurs sains, ça veut dire qu'il n'y a même pas de température. La température est normale. Donc, au niveau de l'aéroport, les signes, ce n'est pas uniquement la fièvre, mais c'est la fièvre qui attire notre attention. Voilà, c'est la fièvre qui attire notre attention. Mais ce qui est sûr, au Mali aujourd'hui, toute personne qui rentre a un test Covid. Si tu n'as pas de test, tu es systématiquement testé à l'aéroport. Donc les tests Covid négatifs rentrent parce que c'est des tests entre 48 à 7 jours. Donc maintenant, ceux qui ne sont pas testés sont testés au niveau de l'aéroport. Donc le problème de porteurs sains ne se pose pas au niveau du cordon aéroportière. Voilà, parce que tout le monde a un test et si tu n'as pas de test, tu es testé systématiquement. Mais il faut combien de temps pour le résultat du test de l'aéroport? Pour le résultat du test, c'est 24 heures. Quand on fait les prélèvements aujourd'hui, demain on a les résultats, maximum 48 heures. À l'aéroport, les tests qui sont faits à l'aéroport. Donc les tests, c'est les prélèvements qui sont effectués à l'aéroport. Oui. Mais l'analyse, c'est au niveau de l'INSP. D'accord. Et pendant ce temps, où vont ces patients-là? C'est pas des patients. Des personnes, des voyageurs là, excusez. Voilà. Excusez-moi. Comme vous l'avez dit, c'est des voyageurs qui n'ont pas, ils ne sont pas malades, hein, c'est des simples voyageurs. Et la plupart du temps, quand même, depuis qu'on a commencé, les résultats sont négatifs. Donc, ce n'est même pas des porteurs sains, on peut les appeler uniquement des voyageurs. Et on a remarqué qu'ils sont très souvent négatifs. Donc, c'est pour cela on leur conseille, il y a un counseling qui se fait au niveau de l'aéroport pour le respect des mesures barrières, c'est-à-dire de rester à la maison, de faire la distanciation sociale en attendant les résultats. Donc, c'est des conseils qui sont donnés par l'équipe
pour respecter les mesures barrières, les mesures de confinement en attendant les résultats. D'accord. Et donc, docteur, en termes de... Excusez-moi. En attendant, moi j'ai deux questions pour le docteur. Ok. Alors, je crois que le Mali a pu avoir cette pandémie ou ce virus par voie aérienne. C'est-à-dire que le premier cas qui a été détecté au Mali, ça a été alors emporté de l'extérieur. Alors, comment est-ce que ce cas a pu échapper l'aéroport jusqu'à Caille ou bien ensuite pour se propager? Comment expliquez-vous ça? C'est-à-dire que le cas suspect qui est arrivé à l'aéroport et qui a pu échapper vraiment à l'aéroport jusqu'à ce que la maladie s'est propagée, la pandémie s'est propagée au Mali. Ok, merci pour la question. Ce que moi je voulais vous dire, c'est vraiment de féliciter l'équipe du Mali. Si vous avez constaté, le Mali quand même faisait partie d'un des derniers pays d'Afrique à avoir des cas de Covid-19. Voilà, donc c'est vraiment, ça veut dire que l'équipe qui est au niveau de l'aéroport a bien évolué et a bien travaillé. Mais comme on l'a si bien dit, c'est une maladie du transit aérien. Donc nous, nos diagnostics étaient basés sur les cas suspects. En ce moment, le test n'était pas systématique comme maintenant, au départ. Donc le test n'était pas systématique, on se basait sur les signes de la maladie pour savoir telle personne est un cas suspect. Comme vous-même vous l'avez dit, il y a des cas asymptomatiques, peut-être c'est des cas asymptomatiques qui a échappé au niveau du cordon. Mais il faut savoir qu'au cordon aussi, il n'y a pas seulement les 46 agents, je voulais ajouter. Le cordon, c'est pour le district de Bamako. Donc, c'est parce que la zone aéroportière est au niveau de la commune 6. C'est pourquoi la commune 6 est superviseur. Mais c'est toutes les communes sous la direction de la direction régionale de la santé du district de Bamako. Et la direction générale de la santé est coordonnée par l'INSP. Donc il faut comprendre le cordon, c'est tout le système de santé du Mali qui est impliqué dans le cordon. Et nous avons travaillé main dans la main, d'arrache-pied. Et on a fait de notre mieux pour que cette pandémie ne se propage pas au Mali. Et on a été quand même un des derniers pays à avoir cette maladie. Voilà. Ok, docteur, ma deuxième question. Depuis quand l'aéroport n'a pas enregistré des cas d'exportation, c'est-à-dire que la commune 6, l'aéroport se trouve là-bas, même la RN6 aussi, pour la sortie de Bamako, ça aussi c'est la commune 6. Alors ça c'est deux frontières aériennes et puis terrestres. Alors est-ce que les cas d'enregistrement sont comment pour ces deux frontières? Merci. Nos cas qu'on a enregistrés au départ, comme vous l'avez si bien dit, c'était vraiment par voie aérienne. Mais aujourd'hui, la maladie est dans la communauté. Ce n'est plus une notion de voie aérienne ou pas, parce que la maladie est là, elle est dans la communauté. Mais vous avez vu aussi, comme vous l'avez si bien dit, il y a la commune 6, c'est la grande porte d'entrée de Bamako. En plus de l'aéroport, il y a les voies terrestres. Mais avant d'arriver même en commune 6 quand même, je parle sous le contrôle du professeur, il y a des cordons dans les grands axes d'entrée du pays pour empêcher la propagation avant de venir au niveau de la commune 6. Donc je pense qu'on a beaucoup travaillé au niveau de ces cordons. Le professeur va me compléter après parce qu'il maîtrise mieux ces cordons. Moi, c'est le cordon aéroportière qui est sous ma responsabilité. Donc il y a les autres cordons bien activés aussi qui ont fait de leur mieux pour vraiment éviter la propagation de cette maladie au niveau du Mali. Mais vous l'avez dit, hein, nous sommes la grande porte d'entrée du Mali. Donc c'est pour qu'à un moment donné, la commune 6 c'était l'épicentre aussi de la maladie. Effectivement. Voilà. Merci. Merci, docteur. Alors, professeur,
Qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport au cordon dont le docteur nous parlait tout à l'heure? Merci. Je disais, comme elle l'a dit, le premier cas importé, c'était le 24 mars. Et donc, il a été dépisté, le résultat est sorti le 25 mars. Les deux cas, c'était des cas importés, arrivés par l'avion Air France. Et c'était des gens, effectivement, qui étaient asymptomatiques. La température était normale, il n'y avait pas de signe d'appel. Donc, il n'y avait aucun signe qui pouvait nous permettre, effectivement, de dépister une quelconque éventualité que ces gens soient porteurs de vision. Mais je vous dis, comme elle l'a dit, tous les passagers ont une fiche médicale avec tous les renseignements des téléphones. C'est ce qui nous a permis, par la suite, effectivement, lorsque deux de ces personnes, comme vous l'avez dit, l'une est repartie à Caille et l'autre à Bamako, ont présenté des symptômes. Effectivement, ils sont devenus suspects et nous sommes allés les prélever. Mais ça n'a pas été facile parce qu'ils se sont cachés. Celle de Bamako, ça a été un tintamarre. Même le jour où on annonçait sa positivité, moi je l'ai appelée le matin pour m'assurer qu'effectivement elle a répondu. Je pense qu'elle a été intelligente. J'ai dit donc non, on viendra vous voir. Elle a disparu. J'ai bien dit elle parce que moi je préfère dire parce que tout le monde le sait. On se rappelle bien, c'était une dame. Bien, voilà, c'est pas la peine d'aller plus loin, mais malgré qu'elle est passée sur les antennes, dénigrer le système de santé alors que c'est elle qui a créé tous ces désordres. Donc ça a été le premier cas important. Mais comme elle a dit, nous, la chance du Mali, c'est d'avoir mis l'accent sur la voie aéroportière d'abord. Parce qu'à l'époque, c'était surtout les pays qui présentaient des cas venaient par l'aéroport. Ce n'était pas par voie terrestre. C'est après que, effectivement, lorsque l'Afrique a été, normalement, particulièrement l'Afrique de l'Ouest, a été concernée par l'épidémie, c'est là où, effectivement, les voies terrestres étaient assez importantes. Comme elle a dit, nous avons 19 portes d'entrée terrestres. Si je prends la commune 6, comme vous dites, il passe soit par Haremakono, c'est-à-dire dans la région de Sikasso, ou bien par Zégoua. Et là, nous avons des équipes là-bas, comme elle a dit, multidisciplinaires avec des agents de la sécurité, que ce soit la police, la gendarmerie, la douane, et les équipes de santé, tous les passagers qui arrivent, effectivement, ils ont une fiche médicale. Et c'est pourquoi les quelques symptômes, souvent, depuis Sikasso, ils peuvent être détectés et en ce moment, ils sont isolés. À l'époque, ils étaient carrément isolés. Le prélèvement est fait, envoyé à Bamako pour que le test soit fait. Si c'est positif, ils sont pris en charge au niveau de l'hôpital régional de Sikasso. Des cas contraires, effectivement, on les suit parce qu'on leur dit, malgré tout, de respecter les mesures barrières et qu'il y a des gens, les équipes d'intervention rapide, qui vont les voir régulièrement pour voir est-ce qu'ils ont présenté des signes ou pas. Ça, c'est un élément extrêmement important. Donc, aujourd'hui, ce qui nous préoccupe, c'est vraiment le renforcement des voies terrestres. Parce qu'on sait que nos voies terrestres sont poreuses, c'est extrêmement difficile. Il y a des gens, effectivement, qui passent les barrières. Mais donc, c'est là où nous voulons, d'ailleurs, dans ces quelques jours, nous allons encore faire une mission de supervision au niveau de tous les cordons, les 19 cordons, qui centrent le pays. Nous sommes un pays continental entouré de plus de 6 ou 7 pays. Et avec tous ces pays, nous avons des frontières. Donc on va aller encore réactiver ce système-là pour essayer d'empêcher effectivement, en tout cas autant que faire se peut, l'introduction encore du germe dans le pays. Mesdames et messieurs, si vous nous prenez en marche, sachez que vous êtes dans votre émission autour de la Covid-19, bien et mieux s'informer pour bien et mieux balayer la Covid-19. Et nous sommes dans la rubrique Entre Covid et vous. Nous parlons aujourd'hui de la maladie à coronavirus dans le domaine du transport aérien. Alors, j'allais vous poser la question, docteur Mamassi. Quels sont les principaux défis auxquels vous avez fait face, notamment avec la récente réouverture de l'aéroport? Vous n'êtes pas sans savoir, lorsque nous nous promenons un peu dans les rues de Bamako, on sent un petit déni de la maladie. Les mesures barrières ne sont pas totalement respectées, le port du masque aussi notamment. Quels sont les principaux défis auxquels vous avez fait face à la réouverture de l'aéroport? Donc, à la réouverture de l'aéroport, il faut reconnaître que
le travail parfait n'existe pas, mais la réouverture a été très travaillée et préparée avant la réouverture. Il y a eu des séries de réunions, des séries de formations des agents, que ce soit de la santé, de la police, de la douane, de presque tous les agents de la plateforme aéroportière. Donc il y a eu cette série de formations. Donc nous nous sommes vraiment préparés avant la réouverture. Donc c'était de mettre en place un système périn, bien adapté pour faire face. Mais comme je vous l'ai dit, on sera toujours confronté à des difficultés. Et la plus grande difficulté auxquelles nous sommes confrontés aujourd'hui, ça c'est vraiment des difficultés comportementales, comme vous l'avez dit. Ça c'est le non-respect du port du masque, alors qu'au niveau de l'aéroport, le port du masque est écrit sur des panneaux, c'est obligatoire. Depuis au niveau de la gendarmerie, on dit le port du masque est obligatoire. Les gens savent ça, ils savent qu'on est là pour surveiller, ils ont des masques, mais ils ne portent pas, ils mettent sur les poches. C'est quand la santé ou bien la police, c'est quand on intervient qu'ils portent. Donc il faut qu'on change de comportement. La deuxième chose auquel aussi nous sommes confrontés, ça c'est le respect des mesures de distanciation. Malgré qu'au niveau de l'aéroport, on a tracé, c'est bien tracé, bien défini, 1 mètre entre les gens. On a mis des signalisations par terre, sur les sièges, partout. Mais on voit que c'est très difficile de respecter ces mesures de distanciation sociale. Nous sommes toujours là à intervenir, à communiquer et à échanger. On ne va jamais se fatiguer de sensibiliser. Aussi, en plus de, voilà, ça c'était les 2 problèmes auxquels nous sommes réellement confrontés. Le 3e problème auquel nous sommes réellement confrontés, c'est des voyageurs qui sont positifs, qui veulent coûte que coûte voyager. Donc on est obligé de transmettre leur nom à la police pour qu'au départ, ils sont checkés et mis à côté. Et nous, on assure leur évacuation vers les hôpitaux de prise en charge. Donc on a une ambulance au niveau de l'aéroport avec un chauffeur qui est là-bas et une équipe aussi de transfert. Donc des voyageurs qui veulent coûte que coûte voyager, quand on a ces résultats, donc ils sont transférés au niveau des hôpitaux. Et le 4e défi aussi, c'est des passagers qui arrivent sans test, alors qu'on a écrit, c'est un décret qui est là, qui dit que si tu arrives aujourd'hui au Mali sans test, tu dois être testé. Mais c'est très compliqué parce qu'on ne sait pas pourquoi ils ont refusé, sachant ça. Mais arrivé, nous, on dit on va les tester. Souvent même, il faut que la police intervienne pour nous aider, pour qu'ils acceptent les tests. Donc, ce sont les défis auxquels nous sommes confrontés au niveau de l'aéroport. En un mot, c'est des défis liés aux individus, au comportement. Et aussi, le plus grand défi aussi auquel tout le monde est confronté, toute la nation, ça, c'est les réseaux sociaux. Oui. Voilà, tout le monde est confronté à ce défi et souvent ils mettent des choses, ils écrivent des choses qui ne sont pas réelles. Vous voyez, je vais vous donner un exemple palpable. Quand on formait nos équipes, avant l'arrivée même de la maladie, c'était juste une formation, une simulation qu'on a fait, comment les équipes doivent s'habiller, se déshabiller. Ils ont pris des images, ils disent un cas suspect de Covid au Mali, à l'aéroport, donc ils ont divulgué partout. Oui, et les gens ont vraiment paniqué. Donc vraiment, on doit dire ceux qui sont sur les réseaux sociaux, c'est bien d'informer, mais donner la vraie information, les bonnes informations. Ne vous fiez pas aux apparences, parce que nous, c'était juste des formations qu'on faisait, de simulation, de travaux pratiques, et c'était diffusé cas suspect de Covid au Mali. Voilà, et la population a vraiment paniqué ces jours-là. Donc, venez chercher les informations à la source avant de divulguer. C'est très important. C'est très important. Merci. Parlons tout à l'heure de réseaux sociaux. Il y a eu beaucoup de rumeurs. Il paraît que le coronavirus est un virus tel qu'il ne pourrait pas survivre dans un endroit chaud comme le Mali. Il y a eu ça. Il y a eu aussi comme quoi le Mali n'est pas un pays assez touristique au même titre que notre voisin du Sénégal ou bien de la Côte d'Ivoire. Et aujourd'hui, on voit que les cas sont en train de diminuer. Est-ce que ça a vraiment un rapport avec toutes ces mesures-là?
Pour répondre à cette question, question climat, je pense qu'on a dépassé ce cadre-là. Si on prend les pays où le virus a commencé, je pense que le virus a fait presque tous les climats. Et il y a des cas toujours. Et au Mali aussi, de mars à maintenant quand même, les cas existent. Et et le virus est en train de faire tous les climats. Donc, question climat, vraiment, je pense que ça ne mérite plus d'être posé. On sait que le virus peut survivre à tous les climats. Ça, c'est connu. Parce que bientôt une année, au niveau de la Chine, et donc, et dans les pays occidentaux, donc on peut dire que le virus peut survivre à tous les climats. Cette question ne devrait plus se poser. Effectivement. Voilà. Donc, entre-temps, j'ai deux questions pour les professeurs. Professeur, en tant que coordinateur national, est-ce que vous êtes satisfait par rapport à l'évolution du chiffre de la lutte contre cette pandémie? Merci. Moi, je ne suis pas du genre d'être dans l'autosatisfaction, pas du tout. Mais je voulais juste dire, comme Mamassi l'a bien dit, il faut dire que la réactivation, l'anticipation avec laquelle le Mali a fait face à cette pandémie a valu, je vais juste donner un exemple, depuis, comme on disait, c'est à peu près 3 jours après l'annonce du premier cas en Chine, notre système de surveillance épidémiologique à l'aéroport de Bamako s'est réactivé le 2 janvier. Ça, c'est un élément important. Nous avons l'expérience de la gestion d'Ebola. C'est un système assez important où tous les cordons étaient déjà mis en place. Il a suffi juste de les réactiver, former les gens et les réactiver. Un élément important. Deuxièmement, le ministre de la Santé et des Affaires sociales a convoqué depuis le 14 mars tous ses homologues ouest-africains de la santé pour qu'ils aient une vision, une stratégie commune pour faire face à la pandémie. Donc ça, c'est vraiment une capacité d'anticipation importante. C'est cette expérience, effectivement, qui a servi à l'OMS et au CDC Afrique pour organiser une semaine après à Addis Abeba une réunion de toute l'Afrique pour essayer de voir quelles étaient les stratégies que l'Afrique devait adopter face à cette pandémie, quels étaient les moyens thérapeutiques et diagnostiques. C'est là où, effectivement, CDC, par l'entremise de l'opérateur chinois Jacques Ma, a donné des tests aux pays africains. Donc, on était déjà dans l'anticipation. Et c'est ce qui a fait certainement que le respect assez strict de ces mesures-là ont fait qu'on a été le dernier pays à enregistrer des cas et le premier pays à faire baisser sa courbe épidémique. Ça, c'est extrêmement important. Mais aujourd'hui, comme je l'ai dit, nous sommes confrontés à nos populations qui ne sont pas souvent vraiment dans l'accompagnement des formations sanitaires. Ça, c'est un élément important. Le plus souvent, d'ailleurs, ils sont même dans le déni pour dire que comme le nombre de cas est en train de diminuer, la maladie n'existe plus. Or, c'est maintenant qu'il faut faire attention. Parce que dans tous les pays du monde, il y a une résurgence de la pandémie. Donc, nous sommes qui pour pouvoir, comme on appelle, être épargnés par cela? Je ne crois pas, avec les vols, mais c'est notre capacité à maîtriser au niveau des frontières l'entrée du germe, mais quelqu'un peut venir asymptomatique et 2 ou 3 jours après devenir symptomatique. Donc, il va passer le cordon. Donc, nous ne sommes pas assez, en tout cas, dans l'autosatisfaction. Nous pensons qu'on va encore affronter des jours pour peut-être un peu plus compliqués, mais j'avoue, comme elle l'a dit, c'est l'occasion de féliciter les professionnels de santé qui, j'allais dire 3 mois durant, elle ne l'a pas dit, sans presque ressources, et on fait face à cette pandémie. Et je vais rappeler que depuis le mois pratiquement de juillet, avant même la démission du gouvernement, la plupart des coordinateurs que je suis, les ressources étaient épuisées. Un appel de fonds a été fait jusqu'à présent, il n'y a pas 1 centime. Et je pense que c'est extrêmement important que les gens soient motivés pour faire face à cette pandémie. Un autre aspect que je voulais évoquer qui est pour moi assez important par rapport aux frontières, surtout la voie aérienne. Aujourd'hui, il est dit que tout passager qui arrive sur le sol malien doit être détenteur d'un certificat Covid-19 par la méthode PCR négative. De la même manière, tout passager qui sort du pays doit disposer de ce test-là.
Et je rappelle que ce test, il est fait uniquement à l'Institut national de santé publique. Ça, c'est le règlement sanitaire international qui l'exige. Mais malheureusement, nous voyons quelques cas, effectivement, des gens qui essayent de faire de faux. Et je pense que ça, ce n'est pas de bonnes choses, parce que si vous faites un faux certificat, ou bien comme il est dit, quelqu'un qui a été testé positif par des moyens détournés, il falsifie et il essaye de présenter un test négatif, mais il va contaminer les pays d'accueil, et ça, ce n'est pas éthique. Ce n'est pas éthique. Nous ne devons en aucun cas faire en sorte que nos voisins puissent être contaminés par notre faute. Et donc c'est pourquoi aujourd'hui nous sommes en train de concevoir un certificat qui va être plus ou moins sécurisé, avec un code barre qui va permettre déjà, avec votre téléphone, vous regardez si c'est le vrai nom, etc., pour éviter cette falsification. Je pense qu'il faut que les gens soient assez conscients du danger qu'ils font courir à leur propre personne, à leur entourage et aux autres, pour que dès qu'ils sont testés positifs, on a eu quelques cas de positifs parmi les voyageurs, mais il y en a qui refusent. Carrément, on a eu le scénario de presque une famille, l'enfant était positif, la mère ne l'était pas, toute la famille s'est transportée au niveau de l'institut. Ils sont restés là-bas jusqu'à 19h, 20h. Ils étaient dans les dénis, ils disent que ce n'est pas possible. Donc, on a un certain nombre de difficultés qu'on est en train de gérer, mais je pense qu'ensemble, si on se donne la main, on peut effectivement gérer de façon correcte, en tout cas, cette épidémie. Vous avez parlé des difficultés. Alors, quelles sont vos inquiétudes par rapport à la lutte contre cette pandémie? Les inquiétudes, elles sont de deux ordres. Un, c'est la population. Si la population accompagne, elle respecte les mesures barrières, aujourd'hui, on ne doit dans aucun service public se présenter sans avoir un masque. Il suffit que les services publics fassent respecter ça. Vous ne devez pas avoir accès à un service public si vous n'avez pas de masque. Normalement, devant tous les services publics, il doit y avoir un dispositif de lavage de mains pour au moins, je vous dis, ça réduit de près de 65% la transmission. Donc c'est déjà un pari qui peut être gagnant si tout le monde respectait les mesures de distanciation physique, le port des masques, le lavage des mains à l'eau au savon. Je pense qu'on aurait gagné en termes de diminution de la transmission du germe. Ça, c'est le premier élément. Deuxième élément, c'est les ressources. Lors de la rencontre, le Conseil supérieur de la défense, le deuxième Conseil supérieur de la défense, l'ancien président de la République, effectivement, avait octroyé des primes pour les travailleurs dans le cadre de la lutte contre la Covid-19. Ça, je pense que c'était en avril, si je vois de mémoire, jusqu'à présent. C'était bien en avril. Oui, en avril. Jusqu'à présent, aucun agent n'a reçu un copain. Ce n'est pas de nature à sur les 500 favoriser. Sur les 500 milliards. Je ne sais pas où, moi. C'était 6 milliards même. 6 milliards qui avaient été annoncés. Non, c'est 6 milliards 300. C'est les ressources du ministère de la Santé qui devraient être injectées. Voilà. Mais moi, quand on fait une annonce au plan officiel, il faut qu'elle soit respectée. Jusqu'à présent, ça n'a pas été exécuté d'abord. En tout cas, je ne crois pas qu'un seul agent ait perçu un centime. Ça fait depuis avril. Donc je pense que ça, ce n'est pas de nature à motiver un personnel qui travaille, je dis, jour et nuit. Surtout au début de l'épidémie. Vous savez, moi j'étais à l'aéroport presque tous les jours. Je rentrais chez moi minuit ou 1h. Tous les jours. L'équipe du laboratoire qui faisait les prélèvements, on les appelle à 23h, à minuit, à 1h du matin, avec leurs propres moyens. Ils se déplaçaient pour faire les prélèvements. Je pense qu'il faut motiver ce personnel. C'est un personnel qui mérite vraiment qu'on puisse, au moins, qu'il puisse mériter d'une reconnaissance de l'État. Et je pense, j'ai dit, si effectivement nous avons la population avec nous qui respecte vraiment les mesures barrières et vraiment le financement de cette pandémie, parce qu'avec la diminution des cas, on pense que c'est fini. Au contraire, c'est maintenant qu'on doit renforcer la communication, c'est maintenant qu'on doit renforcer le système de surveillance, en particulier au niveau des frontières, c'est maintenant qu'on doit renforcer les activités de recherche pour voir quelles sont les leçons apprises. Ça, c'est extrêmement important parce qu'on risque de s'installer dans une endémie
C'est-à-dire que la maladie, pratiquement comme le paludisme, comme d'autres maladies, risque d'être endémique. Donc il faut s'y préparer mentalement, psychologiquement, économiquement et socialement. Merci. Binta, tu avais une question? Oui, monsieur le professeur. Qu'avez-vous à dire à ceux qui continuent de mettre en doute l'existence du coronavirus au Mali, malgré tous les moyens de sensibilisation mis en place? Vous savez, même si vous offrez le paradis aux gens, il y en a qui vont dire que ce n'est pas vrai. Je ne sais pas si... En tout cas, moi je ne sais pas, je ne peux pas y aller, j'espère y aller. Mais je pense que si des gens d'un certain niveau le disent, je peux être d'accord. Mais si des intellectuels, des cadres de haut niveau se mettent dans le déni, c'est extrêmement grave. Je me rappelle de ce cadre nigérien qui, à la télé, TV5, je vois le mémoire, a dit qu'il n'y aura jamais de Covid-19 en Afrique parce qu'il ne résiste pas à la chaleur. Donc c'est pour cette question est déjà résolue. Aujourd'hui, si j'étais au Niger, ce type-là, je l'aurais enfermé entre les papiers. Parce qu'il y a un intellectuel qui... Mais parce que il y a certains qui vont se dire c'est peut-être vrai. Et puis oui. C'est un cadre qui a parlé. Pour dire qu'en tant que... Mais professeur, il y a un président de la République aussi, et un président aussi qui a parlé comme ça. Hein. Mais après lui, on dirait qu'il a vu l'arrière. Non, ça, je dis, quand c'est un intellectuel, c'est vraiment dommage. Vraiment. Que vous ayez la preuve de l'existence ou pas. Quand vous voyez que tout un monde est affecté par quelque chose, et lorsque tout le monde crie au danger, même si tu ne vois pas de danger, je crois qu'il faut suivre les gens. Il faut s'y préparer. Donc vraiment, moi, je ne sais pas qu'est-ce qu'il faut dire à ces gens. J'aurais souhaité que ces gens puissent voir un de leurs proches. Je ne le souhaite pas en tant que médecin, mais lorsqu'ils vont voir quelqu'un effectivement atteint avec surtout des décès, et surtout les décès malheureusement affectent les personnes d'un certain âge. Et je pense que ceux qui sont dans les dénis, c'est surtout les jeunes, parce que c'est eux qui sont souvent les porteurs asymptomatiques. Ils peuvent porter le virus sans aucun signe clinique, mais malheureusement, ils vont le transmettre à leurs aînés, et qui, heureusement, malheureusement, risquent de mourir parce que, soit avec l'âge, le système immunitaire fléchit à un certain âge, et puis avec des comorbidités habituellement, à un certain âge, on a d'autres pathologies qui vont malheureusement aggraver la situation, et la plupart des décès qu'on a au Mali, c'est les gens de 65 ans et plus. Donc moi je pense aux gens qu'il faut qu'ils reviennent à la raison. On dit que c'est des choses inventées. Franchement, inventées ou pas inventées, débarrassons-nous, après on fera ce débat. En effet, et chaque citoyen de son côté peut faire quelque chose dans cette lutte contre le coronavirus. D'ailleurs, Sidiki Diabaté, artiste, chanteur et compositeur qui n'est plus à présenter dans notre pays, était au micro de Mousso TV et il a un message pour nous. Assalamu alaikum, Sidiki Diabaté et Diabaté Ba Music, les Kaladjoula, les Sango et les Dakantiki, le Vladimir Poutine, l'enfant béni du Mali. A Danedo, nga foli be malien tienne muso ni demsen ni makoroba bela jele. Nga foli be l'UNSP ani Muso TV moye pour leur initiative. Oui, initiative minta ka dien sensibiliser, ka Mali sensibiliser anga nyere kisi ni bana sidombali ma no e coronavirus ye. Ka mesure respecter mesure munu ye. Mesure munu be se ka antanga bana ima, mesure munu be se ka antanga bana in conséquences ma tel que ka kashnew do, tel que ka antega ko gel la, tel que ka tisho inon kurula, tel que ka mesure de barrière nunu respecter. Donc a kekuye ni de ka bɛɛ lajɛlen sensibiliser i kɛra an fɛ o i ma kɛ an fɛ o kɛnɛya kɔni o ye bɛɛ jɛ ye saya fana o ye bɛɛ jɛ ye an tɛ ala deli o la nin kɛkun ye k'an yɛrɛ de kisi k'an yɛrɛ de tanga donc an ka nin lamɛn an ka nin appliquer parce que an yɛrɛ ka hɛrɛ bɛ nin de la Sidiki Diabaté de don aw ka jelikɛ de don aw terikɛ de don aw ka artiste préféré de don wa aw ka dɔnkilidala numéro 1 de don on est ensemble merci. Alors, chers invités, notamment le professeur, en tant que coordinateur national de la lutte contre le coronavirus au Mali, quel serait votre dernier mot?
Quel appel avez-vous à lancer à la population? Mon dernier mot, quand vous dites un mot, mais je pense que je vais prendre plus d'un mot, c'est d'abord féliciter Mousso TV pour vraiment le travail que vous faites et surtout, vous avez mis la COVID-19 au cœur de votre stratégie de communication. Je pense que ça, c'est quelque chose d'important. Merci et vraiment, vous êtes encouragés et en tout cas, nous sommes prêts à appuyer de telles initiatives parce que ce sont les femmes, même si elles sont les moins frappées par l'épidémie, c'est elles qui sont les vecteurs de la communication au niveau de la famille. Si la femme est convaincue, je pense que les enfants et les chefs de famille peuvent en être convaincus. Donc vraiment bravo pour le travail que vous faites. Vous avez des encouragements et des félicitations. Merci. Le dernier mot, c'est appeler la population mondiale à une prise de conscience au fait qu'il faut effectivement respecter les mesures barrières et pour permettre à notre pays de ne plus vivre cette souffrance. Tous les services de santé sont pratiquement à l'arrêt. LEC est médecin-chef. Et le système de recouvrement des coûts aux arrêts. Et donc, nos pays ont du mal à supporter ce coup. Donc, faisons en sorte que nous puissions sortir le plus rapidement possible de cette épidémie. Et ça ne peut se faire qu'avec l'action conjuguée de tous. Je vous remercie. Merci. Et vous, docteur Mamassi, quel serait votre dernier mot? Mon dernier mot, c'est que j'ajoute ma voix à celle du professeur pour remercier Mousso TV pour cette émission. Et moi, je vais commencer par des remerciements. C'est de remercier aussi la direction régionale de la santé, toutes les communes du district de Bamako. Quand on parle de cordon au niveau de l'aéroport, c'est l'appui de l'INSP avec les agents, c'est l'appui de la direction régionale de la santé. Comme le professeur l'a dit, il faut une conscientisation, que les gens prennent conscience que cette maladie existe et que c'est une maladie qui peut tuer jusqu'à présent. Donc, nous devons faire attention pour nous-mêmes, pour nos familles et pour tout le monde. Surtout au Mali, on sait que nous avons tous des personnes âgées dans nos familles et on doit respecter les mesures barrières pour eux. Parce que qu'est-ce qu'on a constaté? Les personnes âgées qui sont à la maison, eux, ils ne sortent pas. Mais c'est nous qui ramenons les maladies à la maison. Et lors des prélèvements, on voit qu'ils sont positifs et la plupart, c'est eux qui constituent les décès. Donc, protégeons nos personnes âgées, nos vieux parents qui sont aux côtés de nous. Merci. Merci beaucoup à vous d'avoir accepté notre invitation. Très chers téléspectateurs, nous voilà au terme de cette émission. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine à la même heure sur votre chaîne Mousso TV. Et n'oubliez pas, respectons les mesures barrières pour mieux balayer la COVID-19 de notre pays. Et bonne soirée et bonne suite de programmes sur Mousso TV.